tous, très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du 14 février. On commence tout de suite dans le feu de l'action. On te donne la parole, Alexandre. Où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien je suis au port du Tory entre My et Tannay puisqu'on vit un moment historique, tu le vois derrière moi, les pelleteuses viennent de mettre à l'eau la première pierre de ce chantier qui était très attendu. On parle d'un grand projet pour les communes de My et Tannay, un chantier naval qui va permettre de rajouter, d'agrandir en tout cas ce port ici. On parle de 150 places de bateaux et puis d'un budget total de 6,5 millions de francs. Alors tu vois derrière moi, il y avait tout un tas de personnes qui s'étaient réunies pour cette pose de la première pierre. Elles sont en train de se diriger là-bas pour la cérémonie officielle. Donc on se retrouve tout à l'heure avec le syndic de My et la syndic de Tannay pour expliquer tout ça. À tout à l'heure, Alexandre, plus qu'à espérer que ce soit comme un mariage sous la pluie, signe de bon présage. En actu, on donne la parole à la syndic de Gland, Christine Giraud. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on découvre le programme de législature. Il est là, il est tout beau, tout neuf. Pourquoi c'est important de partager ce programme de législature avec les citoyens ? Alors, je pense que c'est un document important, phare. Ça permet à la municipalité de poser les jalons pour la législature qui vient. C'est des moments importants de partage, de discussion. Pour nous, ça a été l'occasion de faire des ateliers accompagnés par des collaboratrices et collaborateurs. On a souhaité les intégrer dans cette démarche. Il y a une cinquantaine de collaborateurs qui ont participé. C'était sur une base volontaire. Alors, donner la parole justement aux collaborateurs, parce qu'on peut le comprendre, ils sont au cœur de cette ville, mais pourquoi eux ? Alors les collaborateurs, pour nous, c'est une pièce maîtresse de l'action municipale. C'est quand même eux qui sont au front, c'est eux qui reçoivent aussi la population, qui voient aussi les procédures, les lois évoluer. Et c'est important d'avoir le pouls véritablement de ce qui se passe dans l'administration pour aussi construire quelque chose qui soit cohérent et qui soit en adéquation avec les besoins de la population et de l'administration à l'heure actuelle. Donc pour nous, c'était une volonté de les intégrer dans cette démarche. Donc comme j'ai dit, 50, on fait la démarche sur une base volontaire. Et ça nous apporte clairement un éclairage différent et ça soutient aussi l'action municipale parce que finalement, c'est quelque chose de réel, de palpable et qui va nous accompagner ces 5 années. Ouais, vous donnerez aussi la parole aux citoyens. Il était d'ailleurs dit durant ces élections communales que la parole leur serait donnée. Il y avait tout un sondage qui avait été fait. Quels sont les besoins des citoyens aujourd'hui et auxquels vous avez pu répondre au travers de ce programme de législature ? Alors c'est vrai que ce programme est beaucoup axé sur la participation, sur le côté inclusif, sur l'écoute. Clairement, jusqu'à aujourd'hui, ces 6 derniers mois, il y a eu un sondage notamment sur la qualité de vie à Gland qui a été diffusé, dont on reparlera certainement ensemble des résultats. Donc ça c'est un exemple concret d'un sondage qui a été réalisé récemment. Tout prochainement, un nouveau projet sortira sous la forme d'un site internet, c'est la Smart City, la ville intelligente. Et là aussi, tout un axe de communication avec les citoyens qui pourront donner, par le biais de sondages, leur avis sur des projets, sur des réalisations et pourquoi pas donner des nouvelles idées aussi. Ouais, la communication, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. On a l'impression, en découvrant ce programme de législature, que finalement, les gros projets ont été faits. Il n'y a plus qu'à les réaliser, mais quelque part, maintenant, il suffit juste de communiquer, de se placer aussi, placer Gland au cœur de ce district de Nyon. Alors, les grands projets, donc il y en a 7 qui figurent dans ce document. Ensuite, il y a des sous-projets qui sont par axe de travail. Évidemment que les grands projets dans une ville comme Gland ne se font pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, il y a des processus administratifs et législatifs qui sont là. Nous sommes aujourd'hui au début de la réalisation, notamment par rapport à Smart City, comme je l'ai cité, mais aussi la rénovation des collèges ou encore le réaménagement du Vieux-Bourg, qui est un projet déjà plus ancien. Donc on met maintenant la volonté sur ces quelques projets que je viens de citer. Et effectivement, il n'y a plus qu'à, oui, mais on doit aussi maintenant mettre les moyens, vraiment entrer dans le vif du sujet, dans le concret et faire aboutir ces différents projets. Faire rayonner la ville, ça c'est aussi quelque chose. Faisons rayonner la ville, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. C'est aussi capitaliser un petit peu sur ce qui a été fait ces
depuis toujours finalement, mais si on se réfère au document précédent, 2016-2021, typiquement dans ce document on parlait beaucoup de tisser la toile, de la toile glandoise. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, notamment en termes de jeunesse, de travail social de proximité, en termes de sport, de culture, de réalisation aussi pour l'administration. Aujourd'hui, il y a une volonté de vouloir aussi valoriser tout ce qui a été fait et le faire rayonner auprès des autres communes, aux communes voisines avec qui on a forcément toujours des relations. Qu'est-ce que ça veut dire, Christine Giraud, qu'aujourd'hui Gland peut assumer ce qu'elle est et finalement il ne suffit plus de redorer son blason mais s'assumer aussi auprès des autres communes, des autres villes? Alors c'est clairement ça. Gland a une place dans ce district. Nous aimerions bien la prendre, la garder et puis la valoriser avec les autres communes et montrer les talents que nous avons chez nous, ce qui nous sommes et comment trouver notre place en fait dans ce district avec tout ce qui a été fait ces dernières années, encore une fois dans les différents secteurs. Et enfin, pour terminer, un mot sur votre position et votre rôle, Christine Giraud, quelques mois en tant que syndic. Quel bilan vous en faites de ces premiers mois? Alors un bilan très bon. J'ai eu un très bon accueil au sein de la municipalité, un excellent accueil aussi dans la population. Je me sens tout à fait à l'aise dans mon rôle qui est passionnant. Je découvre presque un nouveau métier puisque je dois un petit peu me sortir de l'opérationnel d'un seul dicaster pour avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble du travail de l'administration et de la municipalité. Mais je suis très reconnaissante d'avoir pu accéder à ce poste et puis je m'y plonge avec beaucoup d'intérêt et aussi dans les associations comme Région de Nyon qui me donnent encore une vision un petit peu plus large à l'échelle du district. Christine Giraud, syndic de la ville de Gland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci, pareillement. On retourne au port avec toi, Alexandre. Alors, je ne sais pas si tu es arrivé justement à bon port dans cette salle ou toujours pas, si Si, effectivement. Alors, je chuchote un peu, Andrea, donc je suis toujours au port du Tory entre Mi et Tannay. La cérémonie officielle vient de débuter. C'est monsieur le syndic de Mi, Pierre-Alain Schmitt, que tu vois sûrement derrière moi, qui vient de prendre la parole. Donc, eh bien, je te propose de marquer une pause sportive de ton côté. Comme ça, eh bien, je pourrais approcher monsieur le syndic et madame la syndic Denise Reda de Tannay pour pouvoir parler de ce projet du port du Tory. Mais eh bien, au moment de l'apéritif, voilà, une fois que la partie officielle sera terminée, que je pourrai les approcher pour avoir leur réaction. Qu'en dis-tu, Andrea ? Oui, Alexandre, avec un bon verre de vin, ça passe toujours mieux. Et en attendant, on passe au sport. Avec nous sur le plateau, le président du HBC Nyon, Thomas Surtevante, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Excusez-moi, Sout, il va falloir qu'on s'entraîne. Mais Sout-Arshan Varatarajou, est-ce que je le prononce correctement? Oui, ça va. Bienvenue, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'entraîneur du HBC Nyon. On revient avec vous sur ce début de saison, dernier match qui a eu lieu ce dimanche. Un deuxième match de ces finales face aux Géants d'Yverdon. Vous avez perdu malheureusement 22-30, mais il y a des bonnes choses, surtout un enjeu, c'est de monter en LNB. Expliquez-nous. Alors globalement, on a eu la chance de faire une première partie de saison extrêmement qualitative, qui fait que le club a fini dans le haut du tableau. C'était l'objectif qu'on avait fixé à Sout et aux joueurs. Et donc maintenant, on joue en tour de promotion pour accéder à la Ligue B, donc qui est le premier niveau professionnel de handball en Suisse. Ouais, alors avant de parler justement de cette Ligue B, de savoir qu'est-ce que ça change pour l'équipe, on va revenir un peu sur ces deux derniers matchs. C'est vrai que vous avez affronté finalement le favori, les plus difficiles, mais comment est-ce qu'on garde le moral des troupes ? Bon, les deux défaites, elles ne sont pas vraiment à l'image de notre qualité de jeu. En fait, on a été beaucoup pénalisé depuis la reprise, depuis janvier, avec les absences liées au Covid et les blessures. Donc oui, c'est assez frustrant de perdre contre, entre guillemets, les deux favoris. Mais on garde le moral parce qu'en fait, on a ce sentiment qu'on n'était pas... on ne maîtrisait pas toutes nos compétences et nos capacités pour ces matchs-là. Oui, pourtant, vous en êtes capable. C'est vrai que 2021, il y a une toute nouvelle équipe qui s'est formée, deux clubs, le HBC Nyon et le TCGG. Là aussi, il y a de quoi faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque pour que finalement cet ADN et cette équipe, cette identité, elle se forme? Bon, elle se forme surtout aux entraînements, dans les vestiaires, dans les échanges entre les joueurs. C'est là que ça doit vraiment prendre. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. On a des bons résultats. Est-ce que vous souhaitez encore plus travailler aujourd'hui avec votre équipe ? Avec la première équipe, bon, nous devons surtout reprendre un rythme de compétition, ce qui nous a manqué pendant la préparation, parce qu'on a dû annuler les deux matchs amicaux qu'on avait prévus à cause du Covid. Donc là, sur les 2 prochaines semaines, ça va être vraiment
Oui, ça va se vérifier assez rapidement si nous allons bien travailler, appliquer. Ça va se vérifier dans les résultats après. Oui. Alors Thomas, c'est vrai que monter cette équipe, pour la faire monter en LNB, concrètement, qu'est-ce que ça peut changer pour tout le club, pas seulement pour l'équipe? Alors ça change beaucoup de choses. Ça change d'abord en termes de visibilité, en termes de déplacement, en termes de, je dirais, sérieux de la structure, et c'est vraiment l'objectif du club. Après, ça nécessite aussi beaucoup d'investissements. On est sur des règles de fonctionnement imposées par la Fédération suisse de handball très différentes. On a des déplacements beaucoup plus importants, des obligations en matière de marketing, d'affichage, etc. Donc il y a un budget derrière qui doit être constitué et qui monte significativement. Voilà, Ouais, donc une professionnalisation aussi du sport, ça met la pression. Oui, ça met la pression, mais ça donne envie aussi, justement, de vouloir accéder à ce niveau de jeu qui n'a jamais été atteint ici dans la région. Donc je pense que c'est un bon challenge. Ouais, là, c'est une belle carte de visibilité aussi à jouer pour le SG Nyon. Aujourd'hui, en tant que président, dans quel état d'esprit vous sentez tout le club? Est-ce qu'ils se sont poussés aussi par toute cette montée en Ligue B? Alors, il y a toute l'effervescence effectivement autour du niveau de l'équipe première, mais de toute façon, c'est l'objectif qu'on s'était fixé en créant effectivement ce rapprochement avec les clubs environnants, que ce soit TCGG, Prangin ou l'USTS. C'est d'avoir une équipe phare qui permet de mobiliser toutes les ressources et toutes les envies. Et puis, c'est un objectif pour les jeunes de venir jouer in fine à Nyon, dans l'équipe première. Soud fait un énorme travail avec les jeunes. On intègre beaucoup de juniors, des joueurs qui jouent en moins de 19 ans, un gardien, un arrière, enfin on les voit actuellement à l'écran. Voilà, c'est des joueurs qui s'intègrent dans l'équipe, qui amènent leur pierre à l'édifice. Et puis c'est des exemples pour les plus jeunes. Ouais, les ambitions et les gros matchs pour la suite, Soud, c'est lesquels? Bon, les gros matchs, ce sera les 2 matchs retour contre Zurich et Yvernon surtout. Le reste, j'ai l'impression que les autres équipes sont sont plus abordables que Yvernon et Zurich, parce que Yvernon, voilà, on les connaît, c'est quand même un autre niveau de jeu, et surtout Zurich, c'est la réserve d'une Liga, donc c'est des jeunes qui ont l'habitude de jouer à un très bon niveau, qui s'entraînent aussi, qui ont plus de charge de travail en termes d'entraînement, etc., qui sont plus rodés. Ouais. Pour l'ensemble du club, Thomas, quelles seront les prochaines dates peut-être qu'on peut relever ici? Alors les dates, c'est pratiquement tous les week-ends, parce qu'effectivement, il y a l'équipe première. On ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais, on ne veut pas s'arrêter. Non, parce que, j'insiste, l'équipe première, c'est vraiment le fanion du club. Mais on fait aussi beaucoup de choses pour les jeunes, pour les dames. Donc voilà, j'ai pas une date en particulier, c'est vraiment l'intégralité des week-ends. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir jouer à Grand-Champ-à-Gland, au Cossy à Nyon. Tout le monde joue. Je fais un gros focus sur les dames, parce que moi j'ai mes filles qui jouent. Mais voilà, j'y fais attention et vraiment, si l'équipe de Soud est vraiment importante, voilà, c'est aussi tout un tissu en dessous de jeunes qu'on veut vraiment amener au meilleur niveau. Ouais, ce que vous nous dites, c'est quelque part, ça devient une histoire de famille. Il y a des familles dans le club, il y a des frères, des fratries dans l'équipe première notamment, mais on a effectivement des histoires de famille, mais on a aussi beaucoup de jeunes qui viennent découvrir le handball, on a beaucoup de nouveaux licenciés, ça c'est vraiment hyper important, et puis on a aussi des vieux qui jouent, et ça c'est bien aussi. Ouais. Pour tout le monde, Thomas Sout, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ce club de handball de la côte, de la région. Ils sont chez nous et c'est important de les soutenir. Du sport, on passe à la musique, mais avant ça, Alexandre, est-ce que tu as pu trouver tes invités? Est-ce que tu es en compagnie? Non, c'est pas terminé, Andrea. Alors enchaîne avec la culture et on se retrouve après. Ça marche. Alors on passe à la culture et tout ça pour une nuit d'amour en compagnie de Renaud Capuçon et des jeunes solistes de la Menuhin Academy. En musique, s'il vous plaît. Un concert sous le signe de l'amour Saint-Valentin oblige ce soir au Rosé Concert Hall. Les jeunes solistes de la Menuhin Academy se produiront aux côtés de Renaud Capuçon. Plusieurs dates seront ensuite proposées le 20 février, le 10 avril, le 29 mai et le 26 juin. Avec nous pour en parler, Gérard Cosset, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Vous êtes professeur permanent d'alto. Avec nous également Samuel Hirsch, vous êtes violoniste. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors Gérard Cosset, en quelques mots, comment ces concerts sont nés ?
Eh bien, ces concerts sont nés de l'idée d'aboutir en quelque sorte le travail qui est fourni à l'Académie Menuhin. Donc la meilleure façon, c'était de se produire et d'offrir le travail sous forme de concert, puisque ce qui nous permet, nous, de nous développer, de nous épanouir, eh bien, c'est le concert, c'est le contact avec le public. Et c'est le but de cette académie, de viser l'excellence. Très peu d'étudiants, mais une sélection qui passe par l'amour de la musique et la qualité même de ces étudiants qui sont sélectionnés. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre à ces jeunes ? Alors, il y a une chose qu'on ne peut pas leur transmettre, c'est l'amour de la musique. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas, je crois qu'il faut carrément changer de branche. Mais là, je crois que c'est une véritable passion qu'ils ont quand ils viennent. Donc, ce qu'on leur transmet, c'est notre expérience. C'est la façon d'aborder le répertoire, les différentes époques, les différents styles, le partage, parce que c'est un métier où, sans partage, on est bien isolé. Et je crois que la musique est vraiment un art qui se partage. D'ailleurs, je crois que Samuel Hirsch, on va vous faire parler en musique, parler avec amour, avec un grand A. Mais justement, peut-être cet amour pour la musique, déjà, comment est-ce qu'il vous est venu ? Oh, alors moi, dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené quand j'étais petit dans différentes activités et qui se sont rendus compte que la musique, quand ils m'emmenaient au concert, j'étais attentif. Voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont proposé de commencer le violon. J'ai commencé et j'ai pas pu décrocher. Donc voilà. Oui. Alors là, aujourd'hui, vous jouez aux côtés de vos collègues, ces jeunes solistes, mais aussi aux côtés de Renaud Capuçon, plusieurs professeurs aussi. Qu'est-ce qu'il vous apporte et qu'est-ce que vous retenez surtout de cette Académie Menuhin? Alors, il y a plusieurs choses. Peut-être que la première chose, c'est un peu dans le nom de l'Académie Menuhin, c'est cet héritage de Yehudi Menuhin. C'est vrai que une grande partie de nos professeurs à l'Académie ont eux-mêmes été élèves de l'Académie à l'époque où Yehudi Menuhin en était le directeur artistique et où son disciple Alberto Lisi était professeur. Et donc, il y a cette transmission d'une certaine identité esthétique qu'on essaie, je pense, de perpétuer. Voilà. Ouais, en tant que jeune, justement, quand vous êtes peut-être avec vos collègues, peut-être avec ceux qui ne font pas forcément de la musique, qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous essayez de les convaincre de venir à ces spectacles? Oh, mais déjà, la première chose, c'est que, comment dire, c'est vrai que la musique classique, ça peut paraître, et ça paraît élitiste en tout cas, et même difficile d'accès, voilà. Et en fait, je pense que ça l'est beaucoup moins qu'on pense, parce que, voilà, déjà, une place de concert, la plupart du temps, ça sera moins cher que d'aller au cinéma. Et puis voilà, je pense, c'est ce que j'essaie de leur dire à mes amis qui ne sont pas musiciens pour essayer de les convaincre de venir au concert avec moi. C'est que voilà, qu'il faut essayer. Et puis de toute manière, on ne peut pas aimer n'importe quel répertoire, n'importe quel concert, comme on n'aimera pas n'importe quel film au cinéma non plus. Ouais, l'oreille s'éduque, bien entendu. Le fait d'avoir aujourd'hui Renaud Capuçon comme directeur artistique aussi, qu'est-ce que ça change dans la renommée aussi peut-être des cours? Est-ce que ça apporte un plus? Est-ce que ça met une pression peut-être supplémentaire? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça change? Bien sûr, ça amène un plus de par la renommée, de par la qualité même de ce qu'il incarne. Donc il s'est entouré de professeurs qui ont la même recherche, je dirais, au niveau du travail qui peut être fait, qui ont une expérience pédagogique. Et c'est vrai que l'idée de Menuhin, qui était un humaniste, en dehors du fait d'être un grand musicien, pour ma part, je l'ai connu, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Et d'être dirigé également, puisqu'à la fin de sa vie, il dirigeait beaucoup. Il dirigeait un orchestre, le Symphonia Varsovia, un orchestre de chambre. Donc son idée était d'avoir une camerata. Une camerata, c'est un groupe d'une 14, 16 musiciens, des cordes uniquement. Et c'est un petit peu le symbole, si vous voulez, de l'Académie, c'est-à-dire que tous ces musiciens, il y a à peu près 8 violonistes, 4 altistes et 4 violoncellistes, éventuellement une contrebasse, se retrouvent dans ce groupe pour former un répertoire. Et ce soir, justement, le concert qui sera donné au Rosé Concert Hall va incarner un petit peu cette philosophie, c'est-à-dire il y aura concerto pour violon, que va jouer Renaud Capuçon, il y en aura plusieurs, des petites pièces, puisque le thème c'est l'amour, la Saint-Valentin. Donc il y aura des
des thèmes, je ne dévoile pas. Sensuels, on va donner un petit peu envie. Absolument. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui on ose un petit peu casser ces codes de musique classique, Samuel Hirsch, quand on appréhende aujourd'hui la musique, est-ce qu'on peut un peu changer peut-être ces codes-là classiques? Oui, donc code, vous entendez vraiment au niveau de la manière dont on joue la musique et aussi peut-être de ce qu'il y a autour aussi. Oui, alors c'est vrai, et ça, je peux d'une certaine manière que déplorer, c'est vrai que c'est très institutionnalisé, voilà, la façon dont on va au concert, la façon dont les séries de concerts. Et ça passe par quoi ce changement selon vous? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune musicien, jeune soliste, est-ce qu'on peut se permettre d'apporter peut-être sa touche, sa patte, ou on doit rester dans quelque chose de très conventionnel? Alors je pense que peut-être la chose la plus importante déjà, c'est que je pense que en tant qu'interprète, on a un professeur à l'académie qui est relativement régulièrement invité, qui s'appelle Gabor Takács et qui est hongrois, et qui nous a raconté qu'il se souvient d'une fois, quand il était étudiant comme nous, il était en Hongrie, il avait des amis qui faisaient des musiques actuelles, donc pas classiques, et en fait il s'est rendu compte qu'ils avaient l'habitude de parler des musiciens classiques la plupart du temps comme des musiciens tristes, littéralement. Et en fait, je pense que déjà la première chose qu'on peut faire en tant qu'interprète, c'est essayer de donner la musique de la façon la plus sincère possible aussi. Et que je pense qu'une interprétation sincère, ça transparaîtra pour tout le monde en fait. Voilà, qu'on soit cultivé musicalement entre guillemets ou non. Je pense que tout le monde peut s'en apercevoir et apprécier ou non un concert en fonction de la façon dont il est défendu. Voilà qui est joliment dit, y aller avec le trip et y aller avec le cœur pour partager ça en amour et en musique. Gérard Cosset, Samuel Hirsch, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Et de la culture, on retourne à l'actu. On t'accompagne, Alexandre. Alors ça y est, est-ce que tu as pu retrouver tes syndics? Oui, alors ça y est, donc la cérémonie d'inauguration de cette première pierre au port du Tory entre Tana et My vient de se terminer. Alors je me dirige juste pour aller vers monsieur Pierre-Alain Schmitt. Voilà, monsieur Schmitt, bonjour. Alors on est en direct sur Nyon Région Télévisions. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'inauguration de ce chantier tant attendu ici au port de My et Tana? Eh bien, il y a un grand plaisir, un très grand plaisir dans la mesure où on en parlait, comme je le disais tout à l'heure, depuis 60 ans. Différents projets ont malheureusement échoué. Et on est arrivé à trouver un compromis, me semble-t-il, intelligent. Le fait de poser la première pierre après toutes ces complications administratives, et je ne rentre pas dans le détail, il y en a eu beaucoup, mais c'est un aboutissement de longue haleine. Un aboutissement d'un rêve, de pouvoir faire quelque chose de cohérent entre les deux communes de Tana et de My. Et ça ne se limite pas en réalité qu'à un port, il y a aussi tous les aménagements de la rive, et aussi une conception de la zone lacustre de ces deux communes qui sont très gâtées au niveau géographique. Donc, j'espère que la construction arrivera à bon port. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas balancer son port, mais on veut l'accueillir. Voilà. Oui, alors, premier bateau prévu pour quand ici, la fin des travaux? On espère pouvoir accueillir et amarrer les premiers bateaux à l'été de l'année prochaine. Été de l'année prochaine, d'accord. On construit plus vite qu'on réussit à avoir des autorisations, hein, ça je vous rassure. Bon, merci beaucoup en tout cas, et puis santé. Merci de votre intérêt et bonne fin de journée. Merci monsieur Schmitt. Alors voilà, maintenant je me dirige vers madame la syndic de Tana, Denise Ruda. Bonjour madame. Alors excusez-moi, oui, vous avez un petit four, vous êtes en train de déguster un petit four pour célébrer cette pose de la première pierre. Denise Ruda, donc syndic de Tana, c'est les deux communes, Tana et My, qui ont mis un coup de pioche. Les pioches sont derrière nous d'ailleurs, voilà, aujourd'hui pour la pose de cette première pierre. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour la commune de Tana aujourd'hui, madame? Bien, ça représente plus de 30 ans d'efforts. 30 ans d'efforts parce que le port était vétuste, un peu petit, les gens étaient contents, mais on peut faire mieux. Et pendant 30 ans, on a essayé de faire mieux et aujourd'hui, c'est l'aboutissement du mieux. Vous avez d'ailleurs dit lors de ce discours que vous avez prononcé aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de ces travaux que pendant longtemps vous étiez opposé, vous faisiez partie des opposants aux différents projets de port ici. Et finalement, celui-ci vous a convaincu. Pourquoi? Il m'a convaincu parce que les précédents, c'était plus de 300 places.
dont un qui était un peu moins grand à 250 places et celui-ci est à 125, 130 places. Et j'estime que c'est un port humain à la dimension de Mie et de Thanet. On ne veut pas concurrencer la nautique de Genève, on ne veut pas concurrencer d'autres ports. Par contre, on veut être content du nôtre et on veut être content qu'il y ait une harmonie. Oui, c'est ça, effectivement, un port à échelle humaine qui s'intègre dans le paysage de ces deux communes. Je l'ai dit tout à l'heure, 150 places environ de bateaux ici dans ce port. Et il y aura d'autres aménagements aussi dans les extérieurs. Quels seront-ils? Une nouvelle rive du lac, parce qu'on va renaturer le Tory. C'est-à-dire qu'on va ouvrir cette rivière qui jusqu'à présent était canalisée et on va faire des berges avec, j'imagine, je ne suis pas dans le secret des détails, mais avec des roseaux, des plantes, des arbustes, un petit pont pour relier la rive Thanet à la rive Mie et je pense que ça sera quelque chose absolument formidable, quand ça sera tout terminé. C'est ça, rendez-vous donc dans 1 an et demi, à peu près, on l'a compris, à l'été 2023, c'est ce qu'on espère pouvoir arriver avec son bateau ici au port du Tory. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Excellente journée. Et santé à vous alors. Voilà, Andrea, donc je te laisse ici, l'apéritif va bon train, les verres vont trinquer pour justement célébrer les travaux qui sont officiellement lancés aujourd'hui pour ce port du Tory. Oui, Alexandre, une très jolie histoire d'amour qui débute entre Mie et Thanet, comme c'est romantique en ce 14 février. C'est très beau, très joli. Merci beaucoup. Bonne Saint-Valentin à toi, Alexandre. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Joyeux Saint-Valentin avec beaucoup d'amour, beaucoup de chocolat et un peu de piment, ou même beaucoup. À vous de choisir votre recette. À demain.